Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. De retour au RAB sur le délirium avec Ariane et Mathieu. Bonjour à vous deux. Allô! Salut Yann! Donc dans le dernier épisode, pour les auditeurs qui ne l'auraient pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. C'était super intéressant. On a parlé sur l'identification du patient en délirium, les causes du délirium aux soins intensifs, les mesures non pharmacologiques qui sont surtout la pierre angulaire de la prévention du délirium, notamment le contrôle de l'environnement, la mobilisation du patient, puis le sommeil, essayer de le protéger le plus possible, c'est super important. Puis on se souvient, la prophylaxie pharmacologique, ça sert à pas grand-chose. Donc, si on dit qu'on ne peut pas faire de prophylaxie, si on veut, avec les neuroleptiques, peu importe qu'ils soient typiques ou atypiques, quand notre patient est vraiment en délirium, c'est vraiment tentant de vouloir donner un médicament, là. Alors, selon vous, c'est quoi la meilleure approche, le meilleur algorithme décisionnel à donner lorsqu'on a un patient qui est vraiment en délirium, là, puis qu'il est en train de vouloir tout arracher, justement, là? C'est certain que si on a un délirium avec un patient qui est un délirium hyperactif, dans le fond, le patient devient un danger pour lui-même ou pour les autres, je crois que c'est raisonnable d'utiliser un antipsychotique comme l'allopéridol. On peut commencer avec les doses, la plus petite dose efficace, donc dépendamment de l'âge du patient et tout ça. On peut commencer avec la plus petite dose efficace, si on veut, à 0,5 à 1 mg, jusqu'à 2 à 5 mg IV ou IM quand le patient est un danger pour lui-même ou pour les autres. Comme le début d'action est plus rapide quand on le donne de façon parentérale. Mais bon, c'est certain qu'on a pas beaucoup d'évidence pour appuyer cette utilisation-là. Et il faut tenir en compte aussi que pour des déliriums hypoactifs, pour l'instant, ça semble pas efficace là, d'utiliser des antipsychotiques. D'ailleurs, Mathieu pourrait sûrement nous parler de l'étude qui a été publiée récemment, là, l'étude MIND USA. Oui, Ariane, dans le fond, l'étude MIND USA qui est parue dans le New England Journal of Medicine en 2018, c'est une étude randomisée contrôlée qui a évalué l'allopéridol IV par rapport à la ziprasidone IV qu'on n'a pas encore au Canada, mais qui est disponible ailleurs dans le monde, par rapport au placebo. Dans le fond, ce qu'ils ont voulu regarder, c'était la survie sans délirium ou coma là, à 14 jours. Et ils voulaient également regarder, bon, ça va-tu avoir un impact sur la durée du délirium, la durée de la ventilation mécanique, du séjour aux soins ou de l'hospitalisation. Et on y a quand même aussi regardé voir si ça avait un impact sur la mortalité à 30 et 90 jours. Puis c'est sûr qu'ils se sont assurés qu'il n'y a pas de torsade de pointe, là, qu'il n'y a pas de syndrome neuroleptique malin, ni de symptômes extra-pyramidaux, là, juste pour être sûr qu'ils ne tuent pas le monde. Là. Fait que les groupes, dans le fond, c'était des groupes vraiment comparables. Donc, des patients qui sont aux soins intensifs, qui sont en délirium, qui étaient sous ventilation invasive ou non invasive, qui avaient des vasopresseurs, et certains avaient des supports cardiaques, mécaniques, comme le ballon intra-aortique. Et les patients, ça c'est à noter par exemple, les patients qui ont des problèmes cognitifs sévères de base étaient exclus parce que de toute façon, comme on a dit dans la première partie, on peut pas les ramener plus que ce qui était avant de venir aux soins. Mais bref, c'était des études qui étaient comparables et ça ressemblait beaucoup à les populations qu'on a dans nos unités de soins intensifs là, chez nous. Donc, je pense qu'on peut utiliser ces données-là. Mais ce qui est vraiment intéressant dans les données qui est ressorti de cette étude-là, okay, c'est qu'il n'y a eu aucun changement sur la durée du délirium, qu'il soit hyperactif, hypoactif. Ça n'a fait aucun impact sur la durée de ventilation, ni de séjour aux soins, ni de réadmission aux soins intensifs, ni en termes de durée d'hospitalisation, et aucun impact sur la mortalité à 30 et 90 jours. Mais au moins, il n'y a pas eu plus d'effets secondaires. Donc, pas plus de torsade de pointe, pas plus de syndrome neuroleptique malin, ni pas plus de symptômes extra-pyramidaux. Cette étude-là, dans le fond, elle a conclu que l'utilisation de l'allopéridol ou de la ziprasidone n'a pas vraiment modifié significativement la durée du délirium. Fait que bref, MindUSA, là, ça nous dit que les antipsychotiques, pour traiter le délirium, ça change pas grand-chose. Mais c'est sûr que, tu sais, ça pourrait être raisonnable si le patient il est dangereux pour lui-même ou pour le personnel. Il faut quand même protéger les gens, protéger le patient. Mais je pense que ce que MindUSA nous rappelle, encore une fois, éviter les antipsychotiques le plus possible. Vraiment, c'est la ligne de dernier recours.
Ouais. Je pense que tu as raison. En fait, dans les faits, quand que le patient a vraiment un niveau de dangerosité pour lui ou pour les autres, tu as tout à fait raison d'y aller avec ça. Ce que ça me fait dire, c'est qu'au fond, lorsque le patient a un délirium qui est très peu dangereux ou juste agité, dérangeant, beaucoup de confusion, ben, au fond, lorsqu'on traite ces patients-là, on traite beaucoup plus l'équipe médicale et paramédicale qu'on traite le patient, comme beaucoup de choses qu'on a vues au fil des années aux soins intensifs. C'est vraiment intéressant de voir les résultats de Mind USA. C'est même surprenant un peu parce que je me serais attendu qu'il y aurait quand même un certain gain, une certaine efficacité des neuroleptiques à ce niveau-là, mais c'est quand même c'est confondant. Ouais, c'est confondant, mais d'un autre côté, tu sais, on parle beaucoup de contrôle de l'environnement et tous les impacts, et le rythme circadien. Puis on sait que les neuroleptiques ont peu d'impact là-dessus. Fait que, tu sais, peut-être qu'il y a un impact, là, mais je pense qu'il est tellement minime que si tu fais pas tout le reste, tu ne verras pas l'impact des antipsychotiques sur le délirium, tu sais. Fait que ça commence vraiment par le contrôle de l'environnement, le contrôle du sommeil, puis bon, peut-être qu'il y a peut-être un 2, 3, 5% de délirium que tu pourrais aller chercher avec des antipsychotiques, mais les études sont pas là pour le backer. Fait que avant d'utiliser les antipsychotiques puis de dire « Ah ouais, c'est la solution facile Ouais. », je pense qu'il faudrait miser vraiment plus sur le contrôle de l'environnement et le sommeil. Ce que je me rends compte en vous écoutant parler, mes deux chers collègues pharmaciens, c'est que dans les 10 dernières années, il y a eu quand même un genre de shift à ce niveau-là, parce que je me souviens de l'époque où est-ce que, puis peut-être il y a, je sais pas d'où vous nous écoutez, les gens qui écoutent ce balado-là, mais peut-être qu'il y a certains endroits dans le monde encore qui sont très, ce que nous on utilisait, l'allopéridol avec un mélange de lorazépam, là, allopéridol 5, lorazépam 2, IV, et les patients dormaient, ça prenait 35 secondes, ils s'étaient endormis. Peut-être qu'au fond, on nuisait, mais on le fait plus. En tout cas, je me souviens pas la dernière fois que j'ai prescrit ça, là. J'ai trouvé des alternatives. Je suis même allé des fois avec du Benadryl, d'autres choses pour essayer de calmer le patient. Mais ce genre de chiffre-là, c'est fait de façon insidieuse parce qu'à force de vous écouter tantôt, je me rends compte que je le fais plus, ce genre de mix-là, surtout qu'on sait que maintenant les benzos sont pro-délirieux, là, non pas. Alors, c'est intéressant, avec pour ceux qui nous écoutent puis qui sont encore dans ce paradigme-là, essayez de changer pour aller plus vers les mesures que mes collègues viennent de vous expliquer. En fait, il y a une autre question qui me vient à l'esprit pendant que je vous parle, c'est les neuroleptiques, les antipsychotiques de deuxième génération. Voyez-vous une différence majeure avec la première génération? Voyez-vous des gains, des bénéfices, ou au contraire, des risques accrus, là? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que pharmacien de la deuxième génération des antipsychotiques, qui sont quand même venus révolutionner là, les soins psychiatriques là, at large, mais là, comme dans le contexte de délirium, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, si on regarde un peu dans la littérature, il y a une étude qui semble intéressante par rapport à l'utilisation de la kétiapine, qui serait utilisée en ajout à l'allopéridol, qui a été comparée versus l'utilisation de l'allopéridol plus le placebo. Puis ça semblait diminuer la durée du délirium, diminuer un peu l'agitation, mais il faut comprendre que c'est vraiment en traitement d'appoint, là. Donc, dans le fond, la kétiapine prend du temps à agir. Donc, on ne donne pas ça à un patient qui est en train de tout s'arracher puis d'être super agité. Donc, ça peut être utile, par contre, pour, comme je disais, réduire la durée du délirium si on l'utilise en concomitance avec l'allopéridol pour les périodes où le patient est plus dangereux pour lui-même. Donc, il y a cette étude-là qui semblait quand même intéressante. Donc, peut-être qu'on pourrait utiliser la kétiapine par exemple, à la dose de 50 mg BID, puis ça peut aider aussi pour le sommeil un peu, là, comme ça a un effet sédatif. Sinon, on a une étude en fait avec le l'olanzapine aussi, mais ça semblait être équivalent à l'allopéridol. Donc, et malheureusement, il y a quand même des propriétés anticholinergiques avec le l'olanzapine. Donc, ça endort beaucoup, effectivement, ça les calme, mais on sait aussi qu'il faut éviter les médicaments anticholinergiques en délirium. Donc, j'ai un peu une opinion partagée par rapport à son utilisation. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça représente bien les 10-15 dernières années qu'on a pu voir en termes de soins aux patients délirieux aux soins intensifs. La risperidone était très forte au début, il y a une quinzaine d'années. Ensuite de ça a été remplacé par le l'olanzapine. Puis le l'olanzapine n'a pas duré vraiment longtemps. Je pense qu'on s'est rendu compte assez rapidement de tous les effets secondaires, surtout anticholinergiques, qu'on pouvait avoir. Et depuis, je dirais, les 5-6
peut-être 7 dernières années, la quétiapine a vraiment pris la place. Puis c'est extrêmement rare que personnellement que je vais prescrire risperidone ou olanzapine, sauf si le patient en prenait déjà. Mais vraiment, la quétiapine a quelque chose d'un petit peu différent, je crois, une petite valeur ajoutée, puis surtout son petit côté pour l'insomnie, là, donc côté pour aider à régulariser le sommeil des patients. Là. Donc, ça va un peu avec ce que tu disais, c'est intéressant. Ah ouais, Yann. Puis je rajoutais aussi pour les antipsychotiques de deuxième génération, il y a la ziprasidone intraveineuse qui a été utilisée dans Mind USA notamment, qu'on n'a pas au Canada, mais on a la forme Peros. Oui, il semble y avoir peut-être un petit bénéfice, mais si on se fie à Mind USA, qu'on utilise en deuxième génération ou un atypique, ça semble avoir peu d'impact. Donc, je pense que si on a utilisé un antipsychotique, peut-être favoriser un deuxième génération parce qu'il y a peut-être d'autres effets qu'on pourrait avoir, mais c'est sûr que l'utilisation des antipsychotiques est vraiment un dernier recours. Ah, merci Mathieu, c'était vraiment intéressant ce point-là. Peut-être qu'un jour on va l'avoir, hein, je sais pas. Pour l'instant, malheureusement, il y a peut-être certaines places qui l'ont, mais nous, on n'a pas la chance de pouvoir le tester et l'utiliser. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Ça met fin un peu à notre balado. Je résumerais ça en disant que essayons d'éviter la pharmaco. Puis c'est vraiment bien que j'ai 2 pharmaciens avec moi qui m'ont dit d'éviter la pharmacothérapie parce que c'est pas dans votre nature de pas vouloir thérapiser, même si ça se dit pas les patients. Vraiment y aller avec les mesures alternatives, garder les médicaments en dernier recours, aider les patients à reprendre un certain rythme de vie, cycle circadien adéquat, impliquer la famille, y aller vraiment avec les mesures paramédicales, si on veut. Puis, je pense que comme ça, vous allez avoir un effet bénéfique au niveau de vos patients, puis garder votre thérapie en cas de extrême nécessité ou de dangerosité pour votre patient ou pour votre personnel. Alors, merci à vous deux. C'était extrêmement intéressant de vous avoir avec moi. Merci Ariane. Merci à toi. Merci Mathieu. Merci Yann. Alors, ça s'y conclut notre balado. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager ça à tous vos collègues, amis, tous les tripeux de soins critiques de ce monde, dans le merveilleux monde du francophone, mais partagez ça sur toutes les plateformes usuelles. Merci, au revoir. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.